Bonjour. Les risques de cyberattaque augmentent. Les conséquences augmentent également, des conséquences liées à des impacts financiers, éventuellement la notoriété des sociétés. La crise Covid-19 qui est passée par là a augmenté les opportunités cybercriminelles. Les usages ont évolué du fait de la mise en place, par exemple, du télétravail. De tout cela, nous allons parler avec la société Digitemis, représentée par François Brunelli, chargé de compte, ainsi que Damien Culot, consultant en sécurité informatique et RSSI de la société Digitemis. Nous sommes également accompagnés de Madame Bouet, RSSI du groupe Cavac, qui viendra témoigner de son expérience et de l'expérience des actions engagées autour de la sécurité informatique dans le groupe Cavac. Pour asseoir nos échanges, je vous propose dans un premier temps, Société Digitemis, de vous présenter la Société Digitemis et son expertise. Ce qui nous permettra de bien comprendre quelle légitimité a la société Digitemis pour parler de cybersécurité. François, je vous passe la parole. Avant, juste petit rappel, nos spectateurs, je vais les appeler comme ça ce soir, ont la possibilité de poser des questions en live. Ce que je propose, c'est de répondre à ces questions à la fin de notre intervention. François, à vous la parole. Merci Bruno. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement donc, la société Digitemis. Donc, Digitemis est spécialisée en cybersécurité et protection de données personnelles. Donc, ce sont deux activités distinctes, mais qui sont extrêmement complémentaires aujourd'hui avec le RGPD, par exemple. Donc Digitemis est une entreprise vendéenne. Nous sommes aujourd'hui à peu près 50 personnes, donc sur 3 sites, un site qui se trouve donc en Vendée au siège, en périphérie nantaise à Rezé et également un site à Paris. Nous intervenons, donc, comme je l'ai précisé, sur la cybersécurité, mais également la protection de données personnelles, avec plusieurs équipes chez nous, donc des équipes qui sont dédiées à tout ce qui est cybersécurité technique, une équipe plus orientée gouvernance cybersécurité, des juristes également, et nous sommes également éditeurs de solutions logicielles pour nous accompagner dans la mise en conformité RGPD par exemple, mais également l'évaluation et le suivi des projets cybersécurité en entreprise. Donc pour ça, voilà, donc nous avons développé une plateforme qui permet d'accompagner les entreprises dans tous les travaux de conformité RGPD, par exemple le registre de traitement, le suivi des demandes, des violations, etc. Et également tout ce qui est évaluation et pilotage des projets cybersécurité. Avec voilà, un certain nombre de fonctionnalités. C'est un produit qui est très simple d'utilisation, convivial et qui permet aux entreprises de gérer plus efficacement le suivi de leurs différents projets cyber. Voilà, on peut passer, si vous voulez bien. Voilà, alors nos services aujourd'hui, on travaille avec les entreprises dans un but de faire évoluer toujours plus haut, je dirais, le niveau de maturité. Pour cela, eh bien, un processus qui est assez simple. Donc, au départ, on évalue la société pour des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé en cybersécurité. Donc, on fait au départ de l'évaluation, un certain nombre d'audits pour évaluer aussi les risques, avec par exemple des tests d'intrusion, des analyses de risques, etc., pour connaître un petit peu quels sont les risques principaux dans l'entreprise et pouvoir y répondre. Également des formations et sensibilisation, ça c'est quelque chose qui est très important, de sensibiliser les gens. On se rend compte chaque jour un peu plus avec toutes les attaques qui peuvent arriver par mail par exemple.
De l'accompagnement, donc pour des entreprises qui ont besoin de se faire accompagner sur des sujets un peu précis, des certifications sur certaines normes ISO 27001 par exemple ou HDS, qui sont des normes spécifiques en cybersécurité, et également une prise en charge d'un accompagnement sur les fonctions DPO ou les fonctions RSSI, donc en mode externalisé pour des entreprises qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas avoir en interne. Alors en exemple, par exemple, de gouvernance cybersécurité, donc nous pratiquons des audits organisationnels, donc qui concernent la sécurité informatique, mais également tout ce qui est sécurité physique des entreprises, les sécurités d'architecture, par exemple, et puis tout ce qui est accompagnement. On va passer rapidement là-dessus. Voilà, RSSI externe, donc ça c'est quelque chose qui se développe très très fort. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souhaitent être accompagnés par un RSSI ou parce que pour manager, piloter en fait la partie cybersécurité et ne peuvent pas ou ne souhaitent pas en avoir en interne. Et donc on peut les accompagner aujourd'hui dans ce service. Tout ce qui est sécurité, donc un peu plus technique, donc des audits, des tests d'intrusion par exemple, tester son système de l'intérieur ou de l'extérieur, tester un système informatique, tester une application qui va être exposée sur le web ou un site internet. Donc on va procéder à des tests d'intrusion comme ce que ferait un pirate typiquement qui souhaiterait rentrer dans l'entreprise. Et bien nous pratiquons ces tests et à l'issue on aide donc les entreprises à sécuriser leur système, à combler, à corriger les vulnérabilités et pour rendre leur système un peu plus costaud, un peu plus solide. Sur l'aspect juridique, on va parler un peu plus de RGPD, où on accompagne les entreprises du tout début de leur accompagnement à la mise en conformité RGPD jusqu'à un sujet qu'on va voir juste après, donc qui est le DPO externe, encore une fois, pour des entreprises qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas assurer cette fonction en interne. Eh bien, nous pouvons le faire également pour eux avec notre équipe juridique. Voilà, nous sommes centre de formation également et nous assurons des formations, alors aussi bien sur les parties, là on parle de RGPD ici avec des formations labellisées CNIL, mais également des formations et des sensibilisations sur les aspects cybersécurité. Voilà, quelques-uns de nos clients avec lesquels on travaille de manière régulière et depuis longtemps pour certains. Nous avons aujourd'hui plus de 300 clients, on va dire au niveau national. Et puis, eh bien dans l'agroalimentaire, nous sommes plutôt très bien représentés également. On accompagne beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire actuellement, alors que ce soit sur la région ouest, on va dire, en grande majorité, mais pas seulement. Voilà. Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation de la société Digitemis qui nous permet pour le coup d'avoir une bonne idée du périmètre d'action de la société Digitemis. Nous allons passer la parole à Damien. En fait, la question est sommes-nous ou ne sommes-nous pas concernés par la cybercriminalité ? Des événements récents semblent prouver qu'on l'est probablement de plus en plus et que les taux se resserrent et que ce ne sont pas que les grands groupes ou les grandes sociétés du Nasdaq ou du CAC 40 qui sont concernés, mais probablement toute société confondue. Nous sommes tous aujourd'hui plus ou moins amenés demain, après-demain, un jour à connaître une problématique cybercriminelle. J'en veux pour preuve des exemples récents comme ce qui est aujourd'hui de notoriété publique, l'attaque qu'a subi Fleury-Michon récemment avec 5 jours d'arrêt de production, on peut le dire comme ça, je pense. Et de tout ça, nous devons en tirer des enseignements. Et bien Damien va nous expliquer quels sont les risques qui sont aujourd'hui encourus par les entreprises, comment s'y parer, comment s'y préparer, est-ce qu'il faut simplement attendre que ça arrive? Damien, à vous la parole. Tout à fait. Donc,
Bonjour à tous. Donc l'objectif c'est de revenir un petit peu sur l'état de la menace à l'heure actuelle, parce qu'il y a des ensembles d'attaques qui se produisent. Donc on a pour exemple Fleury-Michon que Bruno vient d'évoquer. 5 jours d'arrêt pour Fleury-Michon. Donc l'objectif de la présentation aujourd'hui c'est de répondre un petit peu à cette question, comment ne pas être le prochain à subir une attaque dévastatrice. Alors on peut peut-être pas parler d'attaques dévastatrices pour Fleury-Michon. Néanmoins, il y a d'autres qui ont subi des attaques qui ont perdu plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est régulier à l'heure actuelle. Donc on a un ensemble de menaces. Donc on va parcourir quelques-unes des menaces qui peuvent concerner le secteur agroalimentaire à l'heure actuelle. Et puis comment vous préparez à votre niveau. Donc quand je dis à votre niveau, c'est au niveau de la société, c'est au niveau des spectateurs qui sont ici, qui sont plutôt à un niveau décideur, et pas forcément qu'un niveau uniquement technique, parce que la cybersécurité à l'heure actuelle n'est plus qu'un élément technique, c'est un élément qui doit être pris au niveau de la société si on veut pouvoir mettre en place les éléments nécessaires pour s'y préparer. C'est ce que va nous présenter ensuite Madame Boué pour le groupe Cavac par rapport à son retour d'expérience dans sa société. Damien, avons-nous une idée de l'état de la menace en France actuellement? Tout à fait. Donc il y a plusieurs statistiques, il y a des rapports qui sont publiés. Donc là je vous ai extrait deux éléments de deux rapports d'assurance. Donc la cyberattaque est placée en tête de liste de la plupart des assureurs des risques pour les sociétés. Donc on a la Société française de l'assurance en bas, qui a une cartographie des risques et on voit tout à fait le risque cyberattaque qui se détache du reste des autres risques sur les sociétés. Et on a l'Alliance qui, dans son rapport 2019, a mis en tête en numéro 1, 41% de probabilité de risque sur la cybersécurité. Donc c'est quelque chose qui est factuellement, en tout cas bien mesuré et qui est présent. Et donc nous avons donc du coup une idée des menaces les plus fréquentes et de leurs impacts qui sont probablement variés. J'imagine que toutes les menaces ou toutes les attaques ne produisent pas le même résultat. Oui, donc on a plusieurs typologies d'attaques. Donc là, je m'appuie sur un rapport du CESIN, donc qui est un club des experts de sécurité de l'information, qui fait une enquête sur les attaques de 2019 et donc qui a recensé les attaques les plus couramment employées. Donc on retrouve le phishing, donc c'est le fait d'envoyer un mail en usurpant une entité ou en vous faisant un appel en action. Généralement avec une pièce jointe qui sera malveillante. Donc vous ouvrez la pièce jointe, vous êtes contaminé derrière par un virus présent dans la pièce jointe, ou vous cliquez sur un lien qui vous emmène sur une page web qui, elle, est contaminée et va venir contaminer votre ordinateur, votre poste via le réseau. Vous évoquez également l'arnaque au président. C'est quoi? C'est l'arnaque au président de la République? Macron. Non, l'arnaque au président, c'est une autre forme d'attaque qui va cibler. Alors, on sort un tout petit peu de la cybersécurité au sens technique. Et là, on a une attaque qui cible l'utilisateur et qui cible des utilisateurs qui ont certains, je dirais, pouvoirs dans la société, notamment de pouvoir sur la comptabilité, donc faire des virements. Et l'arnaque au président, c'est qu'on va se faire passer pour le président de la société, le directeur ou le DAF, en disant qu'on a un besoin urgent de faire un virement à l'étranger. Et on exploite, je dirais, les failles humaines qui sont les émotions, donc la peur ou la culpabilité ou d'autres éléments, la convoitise, pour essayer d'inciter les opérateurs, les comptables, à réaliser ces virements. On a une autre forme d'attaque qui existe aussi sur l'arnaque au président, qui est la modification du RIB. Donc c'est un fournisseur qui contacte la société en se faisant passer pour le fournisseur, la comptabilité. On a besoin de changer un RIB parce qu'on a changé nos comptes bancaires. Les prochains virements, vous le ferez sur le nouveau RIB. Évidemment, si on n'a pas les mesures pour contrôler ça, les virements se font sur les mauvaises sociétés. Donc ça, c'est la menace la plus coûteuse, parce qu'on a un rapport notamment en Loire-Atlantique, pour donner un petit exemple. Sur les 2 dernières années, il y a eu 50 cas d'arnaque au président qui ont été recensés auprès de la gendarmerie, avec près de 2 millions de chiffres d'euros perdus grâce à cette attaque. Donc c'est pour ça que c'est l'arnaque la plus coûteuse. Et donc le dernier point que je voulais remonter par rapport à ces statistiques, c'est les ransomware. Donc on a listé en haut les vecteurs d'attaque, les points d'entrée. Donc le phishing, l'arnaque au président, ce sont les attaques qui ciblent plutôt l'utilisateur. Donc on va
exploiter la faille utilisateur pour qu'il réalise des actions sur le système d'information. Et les deux autres, ce sont l'exploitation d'une vulnérabilité et la tentative de connexion. Sont des attaques plutôt techniques, donc une vulnérabilité sur un logiciel que l'attaquant va exploiter. La tentative de connexion, on va essayer de découvrir un compte avec un mot de passe faible, par exemple, pour prendre la main sur un système d'information et se propager ensuite son attaque. Et ces 4, je dirais, typologies d'attaque permettent d'arriver derrière quelles sont les conséquences d'attaque, en fait, quels sont les objectifs finalement des attaquants. L'usurpation d'identité, beaucoup vont chercher à dérober vos bases, vos annuaires d'utilisateurs pour récupérer des adresses mail pour continuer à propager d'autres attaques. L'infection par un malware et notamment le dernier ligne surtout par le ransomware. L'idée ici c'est de chiffrer vos fichiers pour bloquer votre activité et réclamer une rançon pour qu'on puisse vous donner la clé de déchiffrement, récupérer vos fichiers. Donc ça c'est l'attaque qui est à l'heure actuelle la plus dévastatrice parce que l'idée c'est vraiment pour eux de bloquer votre activité. Et le vol de données personnelles, même si dans l'agroalimentaire on est un petit peu moins concerné. Donc du coup, ces attaques n'ont pas tout à fait toutes les mêmes conséquences. Certaines ont donc une conséquence directement financière. Nous avons une idée de ce que ça peut coûter, de ce que ça a pu coûter sur les derniers mois, dernières années. Oui, tout à fait. Ça, je en reparlerai juste après. Juste pour terminer sur cette partie-là, sur les vecteurs d'attaque. On a, pour donner quelques pistes déjà de correction sur le phishing arnaque président, comme je disais, on cible beaucoup l'utilisateur. Donc ici, on va axer sur la sensibilisation auprès de l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent, quand on parle de cybersécurité, on parle beaucoup de sensibilisation. Et ben là, on l'explique à ce moment-là, c'est parce que c'est pour couvrir au moins ces deux risques-là qui sont les plus fréquents. Et les deux autres menaces les plus fréquentes, on va les couvrir notamment par les mises à jour. Donc quand on dit déployer les pages de sécurité, ben voilà, c'est pour éviter ce type d'attaque d'exploitation d'une vulnérabilité. Et les fameux mots de passe qui embêtent beaucoup les utilisateurs, c'est aussi parce que c'est... voilà, en tant que RSSI, on se comprend. C'est sûr, c'est pénible, les mots de passe, on en a marre. C'est des mots de passe qui peuvent être longs, qui sont complexes à retenir. Néanmoins, il y a quand même une réalité d'attaque. Les mots de passe faibles sont très faciles à découvrir. Il y a des outils maintenant qui permettent aux attaquants de les découvrir très facilement. Donc, mettez des mots de passe forts. Et donc, une politique de mots de passe qui recommande des mots de passe forts avec beaucoup de caractères et de la complexité. Malheureusement, c'est encore le moyen le plus efficace. Et donc, pour le coup, j'avais beaucoup anticipé la question que je vais poser. Donc, on rebondit. Quel est le coût que peuvent provoquer ce type d'attaque? Tout à fait. Donc sur les coûts, on a plusieurs pareils de rapports. Donc là, c'est un rapport d'un assureur Xcox qui a fait une analyse toujours sur l'année 2019. Donc on a déjà en termes de volumétrie d'attaque, 60% dans leurs statistiques d'entreprises qui sont victimes de cyberattaques. Alors les cyberattaques n'aboutissent pas toujours à des conséquences graves ou à des impacts qui font la presse, qui font un article de presse. Néanmoins, on a quand même des tentatives de phishing qui sont comptabilisées comme une tentative d'attaque. Les entreprises sont quand même très très ciblées. Et l'autre chiffre, c'est 10% à y faire face. On va le voir après, la plupart des entreprises ne sont pas matures pour faire face à ces risques-là à l'heure actuelle, malheureusement. Et donc, en termes de chiffres, on va y arriver. On a une augmentation entre 2018 et 2019 de plus 61% des coûts dus à la cybercriminalité et dus aux incidents de cyberattaque. Donc en passant de 229 000 € en moyenne à 369 000 €. Donc en moyenne, c'est réparti entre des petites et des grandes entreprises. Si vous aurez les sources du rapport si besoin pour avoir le détail en fonction des tailles d'entreprise. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est le coût du pire incident qui est multiplié par 6. Donc on voit une augmentation énorme sur le coût des pires incidents. Pourquoi? Parce que les attaquants essayent d'être de plus en plus efficaces pour eux, notamment avec les ransomware pour récupérer le plus d'argent possible. Et donc là, on voit une augmentation qui passe de 34 000 € en moyenne à 200 000 € en moyenne. Et comme on le voit aussi sur les statistiques, c'est que c'est surtout au niveau des petites entreprises et des moyennes entreprises, donc les ETI, que l'évolution est la plus importante. Pourquoi encore? Parce que ces entreprises qui sont pas assez matures face à ces attaques, donc du coup elles deviennent plus ciblées parce que les attaquants se rendent compte que il y a de l'argent à se faire. Il y a quand même un niveau de maturité qui fait que l'attaque sont faciles à mener pour eux. Mais qui derrière c'est des entreprises qui commencent à avoir une certaine taille, donc un certain chiffre d'affaires qui leur permettent de réclamer des rançons importantes. Donc pour eux c'est tout bénef. Donc votre quotidien, c'est de rencontrer des entreprises qui ont pris conscience des risques de cybercriminalité, de la nécessité de sécuriser leur SI. D'après vous, les entreprises françaises ont pris conscience du risque ou bien y a-t-il encore un gros travail d'évangélisation à effectuer? Alors malheureusement pas assez. Je dirais ceux qu'on tendance à nous solliciter, c'est ceux qui ont
ont entamé la prise de conscience parce que du coup ils ont besoin d'être accompagnés sur cette partie-là. Néanmoins, toujours dans ce même rapport de l'assureur, on se rend compte que quasiment 4 entreprises sur 5, enfin plus de 4 entreprises sur 5 même, ne sont considérées comme novices en cybersécurité. Donc ils ont fait une évaluation pour essayer d'estimer quelle est leur approche en termes de cybersécurité. Et on voit très nettement que enfin c'est pas que en France, mais partout dans le monde, le niveau de maturité globale en termes de cybersécurité est très très faible, ce qui explique aussi la recrudescence des attaques, parce que les attaquants se sont rendus compte que déjà les attaques sont beaucoup plus faciles pour eux à lancer, et en plus derrière les entreprises ne sont pas assez dimensionnées pour pouvoir y répondre. Alors, les risques de cyberattaques sont multiples. Y en a-t-il qui émergent plus que les autres et donc sur lesquels on doit plutôt focaliser les efforts? Oui, donc on a des tendances qui ressortent. Donc là, c'est un rapport de Stormshield, qui est un éditeur de solutions de sécurité, qui a recensé 4 tendances, donc que je vais vous présenter là maintenant, et dont une qui va vous concerner puisque ça concerne l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tenu à vous le présenter. Donc la tendance numéro 1, c'est l'évolution du phishing. Donc on a le phishing, on l'a vu tout à l'heure, c'est une des attaques les plus utilisées. Pourquoi? Parce elle demande peu de compétences techniques, et en plus les attaquants qui ont les compétences techniques vendent leurs services, donc par le biais d'outils en ligne, par le biais de solutions as a service, donc de solutions SaaS, comme nous on peut avoir. Eux ils ont des solutions de phishing as a service. Si je décide aujourd'hui, là, je peux devenir un hacker en puissance. Exactement. Il suffit de trouver le bon lien, les bons contacts. On vous met en relation sur des attaquants qui vous proposent ce type de service. Vous vous connectez sur une plateforme, vous dites quelle société je vais attaquer, vous chargez votre base d'email ou vous achetez à un autre attaquant une base d'email qui lui les met à disposition, et vous pouvez dans quelques clics, je dirais, avec un peu d'argent bien sûr, ou alors une part des bénéfices que vous allez avoir via votre attaque. Il y a plusieurs modèles économiques qui se construisent, donc il y a un vrai marché maintenant qui se construit autour de ces attaques-là, ce qui fait aussi que ça cartonne. Et l'évolution du phishing, donc c'est au-delà de cette organisation criminelle qui se met en place, c'est aussi une évolution sur les techniques employées. Donc au lieu d'envoyer un mail, à l'époque on vous disait attention au mail où il y a une mauvaise orthographe, où c'est pas très bien écrit. Et ben maintenant ils ont utilisé des correcteurs orthographiques, qui commencent à apprendre, les attaquants apprennent aussi, et ils utilisent des outils. Donc là, ce qui s'affichait juste avant, donc ils simulent des pages web, voilà, comme l'Office 365 pour se connecter sur Microsoft, ou des outils d'évaluation en ligne. Donc vous recevez un mail, vous essayez d'accéder au lien qu'il y a derrière. C'est une fausse page, veuillez vous re-identifier, et vous tombez sur ce lien-là, vous rentrez votre identifiant mot de passe, l'attaquant récupère ces informations pour continuer son attaque. Et pareil avec des entretiens annuels, des exemples d'entretiens annuels. Et l'évolution de l'arnaque au président est un peu plus insidieuse. Donc là, c'est ce qu'on appelle le deepfake. Donc qu'est-ce que c'est le deepfake? Donc pour l'illustrer, je vous ai présenté DiCaprio tout en bas. Donc c'est une capacité de modifier le visage en direct. Donc via des logiciels de montage vidéo, vous filmez et vous mettez le visage de quelqu'un d'autre. Donc on pourrait imaginer le président de votre société à la place de votre visage, et quand vous parlez, on a l'impression que c'est votre président qui est votre directeur, votre DAF, qui s'exprime. Donc peut-être au travers des visioconférences, maintenant que le télétravail a fait exploser l'usage des visioconférences, ça pourrait être un moyen à utiliser. Et donc les outils sont de plus en plus disponibles. Donc on voit une recrudescence entre 2007 et 2018 des recherches Google sur ce thème-là. Il y a des outils qui sont publiés, et il y a même des tentatives d'attaque qui utilisent ce système-là. Alors pas encore sur vidéo, mais sur l'audio, parce qu'il existe la même version en termes audio. Donc là, une entreprise anglaise qui a perdu 200 000 livres pour un deepfake audio, donc un appel audio où on se faisait passer pour le président. Et une qui concerne la France, donc là c'était un peu plus bricolage, mais qui avait mis un masque de Jean-Yves Le Drian, se faire passer pour le ministre de la Défense, et qui avait contacté des personnalités à travers le monde, des milliardaires, des grandes sociétés, pour leur réclamer des fonds d'investissement pour des fonds secrets en France. Et il a réussi à récolter 80 millions d'euros. Et pour le coup, 3 ont payé quand même. Ça, 150 personnes ont été contactées, 3 ont payé, 80 000 euros, c'est quand même assez rentable. D'accord. S'agissant des tendances, est-ce que l'agroalimentaire peut être une cible, peut faire partie des cibles qui seraient dans la tendance, justement? Donc c'est la tendance numéro 2 de ce fameux rapport. Donc une génération des attaques à l'agroalimentaire, donc c'est des tendances, donc c'est des prévisions qui sont faites. Donc on voit un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire qui ont été ciblés sur l'année 2019. Donc Fleury Michon qui avait fait pas mal l'actualité, donc avec un arrêt d'opération pendant 5 jours.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un arrêt d'opération. Ils ont repris l'activité au bout de 5 jours. Néanmoins, la remise en service, je dirais opérationnelle efficace, elle s'est fait pour les métiers, au bout de quasiment 1 mois, et pour la DSI, parce que les DSI continuent à travailler en arrière-plan, quasiment 3 mois après. Donc, ça a mis un peu de temps. Je précise que les données qui sont présentées ici sont des données publiques. Hein. Exactement. On ne se permettrait pas de dénoncer ou de présenter l'attaque d'une société qui n'aurait pas souhaité que ce soit bien évidemment su. Le Fleury-Michon a énormément communiqué, donc c'est pour ça que je me permets de raconter ce type d'éléments qui sont présents dans les articles de presse. Puis d'autres acteurs, donc Eurofin, un laboratoire d'analyse qui a été bloqué pendant 17 jours, une laiterie Tribala en novembre 2019, donc 500 PC à nettoyer qui ont été contaminés par un ransomware. Donc vous pouvez imaginer pour une DSI le travail que ça peut faire. En décembre, un ransomware qui a attaqué Fratelli Berata, donc qui est une marque italienne, et les bières belges Busch. Ce qu'il faut savoir avec ce rançon logiciel, c'est qu'il est un peu spécifique. C'est en plus de chiffrer vos données, il vous dérobe vos données, donc il fait de l'exfiltration de données, il récupère vos données. Il vous demande une rançon pour déchiffrer vos données et il vous demande une rançon, donc double peine, si vous payez pas, il diffuse vos informations sur Internet. Donc par exemple, Fratelli Berata a vu 3 gigas de ses données internes divulguées sur Internet parce qu'ils ont refusé de payer. Donc il y a des données d'entreprise, données de production, données de comptabilité, finances qui ont été diffusées sur Internet. Donc y compris du coup la connaissance de l'entreprise, c'est-à-dire les recettes, etc. C'est ça, tout a été diffusé sur Internet. Parce que pour inciter plus à payer, là, ils ont trouvé cette manière-là pour forcer encore plus la main sur cette partie-là. Et Coperle, voilà, j'ai mis ce dernier point. Il n'y a pas une grosse attaque, néanmoins ils ont quand même été assez ralentis. Donc en mai 2020, donc tout récemment. Et donc pourquoi, sinon, ça a été montré comme tendance, les points risques, je dirais les signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles, ou des éléments qui peuvent faire remonter cette prévision. Donc c'est le fait que les chaînes de production soient de plus en plus automatisées et interconnectées. Derrière, on connecte les automates, on connecte via des applications à l'extérieur, donc qui ouvrent des ports d'entrée qui peuvent être utilisés par les attaquants pour arrêter les chaînes de production. Oui, voilà, il suffit de bloquer, d'entrer dans un automate, de bloquer un automate pour bloquer une usine. Exactement. Et en plus, la problématique des automates, c'est que c'est souvent des composants qui évoluent beaucoup plus lentement que l'informatique classique. Un automate, c'est fait pour durer des dizaines d'années, là où l'informatique, on est sur plutôt 3 à 5 ans de vie. Ce qui fait qu'on retrouve souvent des composants informatiques obsolètes du fait qu'on ne puisse pas évoluer l'industriel, l'informatique qui est liée à l'industriel ne peut pas évoluer en même temps, donc on se retrouve avec des systèmes qui ne sont pas maintenus à jour, donc porteurs de failles qui sont exploités par les attaquants, et en plus système interconnecté, je dirais c'est presque jackpot pour eux. Et le risque sur l'agroalimentaire est toujours présent, donc on a toujours le risque d'agroterrorisme qui avait été mis en avant suite aux attaques du 11 septembre, avec un ensemble de documents qui ont été retrouvés dans les caches de Ben Laden. Donc ce qui fait que toutes ces mesures de full défense qui ont été mises en place par la suite signalent cette présence d'agroterrorisme, et on pourrait imaginer une évolution de l'agroterrorisme vers du cyberterrorisme du fait de cette facilité, je dirais, à mener des attaques à distance. Et donc ça pourrait être une nouvelle opportunité pour les terrorismes de mener des attaques là, et pourquoi pas une évolution aussi des mesures de full défense. Alors pour l'instant c'est pas d'actualité, mais c'est des choses qui peuvent être envisagées. Donc, la cybercriminalité, elle a un peu commencé plutôt par des informaticiens qui, au fond de leur chambre, faisaient taper du code et puis qu'ils pouvaient injecter ici ou là. J'ai comme l'impression que la cybercriminalité, elle est en train de monter en puissance, elle est en train de s'industrialiser presque. C'est presque peut-être devenu même une économie parallèle. C'est bien de ça dont on est en train de parler maintenant. Tout à fait. Donc là, ça fait partie de la 3e tendance. Donc les attaques commencent à se massifier, à se complexifier, à s'organiser. Donc on parlait du crime organisé. Maintenant, il y a des attaquants qui sont spécialisés pour découvrir des failles, des attaquants qui sont spécialisés pour récupérer des listes d'adresses mail, des attaquants qui sont spécialisés pour développer des logiciels, des ransomware à utiliser. Et chacun se revend ses services pour pouvoir mener ces attaques-là. Il y a vraiment des vrais crimes organisés avec des vraies chaînes logistiques, je dirais, sur ces typologies d'attaques, cette organisation d'attaques. Des domaines qui se professionnalisent. Exactement, malheureusement.
Et donc voilà, donc c'est ce que soulignait Guillaume Poupard, donc qui est le directeur de l'Agence nationale de la sécurité en France, donc qui est la plus haute autorité en France en termes de cybersécurité. Il dit que la cybercriminalité de masse se développe. On a vu des exemples en fin d'année avec M6, avec le CHU de Rouen, avec Bouygues Construction en janvier 2020, qu'on subit c'est vraiment des grosses attaques informatiques très organisées, dont l'objectif était vraiment de les mettre par terre, carrément. Pour les obliger à payer derrière. Alors ça n'a pas tout fonctionné, néanmoins c'est vraiment les objectifs. On a des logiciels qui viennent de plus en plus sophistiqués, donc des ransomware, donc ceux qui ont ciblé Altran notamment et Norsk Hydro, qui est un producteur d'aluminium dans le nord de l'Europe, avec des ransomware qui vont essayer de contourner les mécanismes de sécurité actuellement en place, donc ils vont désactiver les antivirus, ils vont se propager sur le réseau tel ce qu'on appelle des vers. Souvent l'attaque aussi, il y a un premier point d'entrée, l'attaquant va essayer de rentrer discrètement dans votre réseau, faire un peu de repérage, essayer de cibler les points les plus sensibles, déposer ce qu'on appelle des bombes logiques et les activer toutes simultanément pour faire le maximum de dégâts. Ça répond à une question que je vois là en live. Un antivirus suffit-il ? Visiblement, vous venez d'apporter la réponse. Non, malheureusement, l'antivirus... L'attaque cybercriminelle peut stopper l'antivirus. Certains, ouais. Alors, c'est toujours un petit peu le jeu du chat et la souris, c'est que l'antivirus, une fois qu'il y a un nouveau logiciel, un nouveau virus qui se développe, l'antivirus déploie le moyen de le corriger. Néanmoins, l'attaquant a pour l'instant toujours une longueur d'avance, donc l'antivirus est un des moyens, mais ce n'est pas le seul. Il faut en déployer plusieurs pour pouvoir contrer ce type d'attaque. Et donc juste le dernier sur ces attaques sophistiquées, c'est que on retrouve maintenant des ransomware qui ciblent les systèmes industriels. Il n'y a pas encore de faits avérés, néanmoins certains logiciels ransomware sont porteurs de lignes de code qui vraiment ciblent spécifiquement la partie industrielle, donc on sent que c'est des attaques qui se préparent. L'autre signal aussi sur cette complexification des attaques, c'est l'ANSSI qui dit qu'il y a une forte augmentation des attaques par les prestataires. Donc l'ANSSI, ce que j'appelle les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale en France, c'est des grands organismes qui sont importants pour la vie économique du pays et la vie du pays de manière générale, donc l'énergie, le transport, l'alimentaire, la gestion de l'eau. Donc c'est certains opérateurs qui sont accompagnés par l'ANSSI en termes de sécurité. Du coup, ils se renforcent en termes de sécurité, ils deviennent beaucoup plus matures, et les attaquants, plutôt les attaquer en direct, passent par les prestataires qui, eux, ont un niveau de sécurité beaucoup plus faible pour cibler les grands. Et c'est un constat qui se généralise pas que sur les gros OIV. La cybercriminalité ne serait-elle pas non plus devenue un moyen de se faire entendre quand on a quelque chose à revendiquer ? Alors oui, tout à fait. Donc c'est la prochaine tendance que je vais vous présenter, donc c'est le retour des activistes. Donc les activistes, qu'est-ce que c'est ? Donc on avait le masque d'Anonymous, donc c'est ceux qui revendiquent certains messages, causes à défendre, messages politiques. Donc Anonymous le fait l'a beaucoup fait en 2015 avec notamment la Scientologie et certains organismes gouvernementaux. Ça a disparu, il y a une baisse de 95% des attaques activistes. Néanmoins, là, on commence à avoir de nouvelles causes à défendre qui font qu'il y a un retour de cette forme d'activiste. Donc, c'est les activistes tels qu'on peut les voir qui manifestent ou qui font des opérations presque terroristes, mais en ligne, donc avec des opérations de hacking. Et là, avec les révoltes à Hong Kong, les gilets jaunes en France, on a des choses une certaine révolte qui revient avec la crise actuelle en ce moment aux États-Unis, avec toutes les révoltes qu'il y a aux États-Unis. Il y a une forme en ligne qui commence à apparaître. Donc on a eu en décembre 2019 un DDoS, donc un attaque massif sur le site du MEDEF pour le faire tomber. Donc là on envoie plein de requêtes sur un site de façon à ce qu'il ne puisse plus répondre et du coup le site tombe et ne répond plus. Et en novembre on a un hacker aussi qui propose $100 000 à ceux qui cibleront des entreprises pétrolières et institutions capitalistes. Donc si vous voulez gagner un peu d'argent, vous ciblez, vous attaquez ces organismes-là et ils vous récompensent pour ces actions-là. Donc on sait quel était l'intérêt de ce hacker ? Déjà, il avait probablement de l'argent et... C'est des activistes, hein. C'est plus la cause à défendre finalement que le gain financier qu'ils recherchent. Donc là, ça va au-delà finalement de leur intérêt personnel. Et les signaux faibles pour l'agroalimentaire, donc c'est la sensibilité des utilisateurs qu'on remarque maintenant sur l'exigence de ce qu'on retrouve dans les produits.
dans la composition des produits. Donc on voit avec Yuka, la popularité de Yuka, les gens deviennent de plus en plus sensibles à ce que contiennent leurs produits. On a des mouvements véganes qui ont des actions d'activistes, donc pas en ligne, mais en réel, comme le L214 qui faisait des intrusions dans les élevages pour libérer des bêtes ou des agressions de bouchers. Donc ça, on peut imaginer des versions en ligne qui pourraient arriver dans les prochaines années. On a des plateformes en ligne, comme on disait tout à l'heure, comme le crime s'organise, on a des plateformes en ligne qui permettent, même si ces mouvements ne sont pas compétents en informatique, leur permettent d'accéder à des outils pour réaliser ces genres d'attaques en ligne. Et on a même des ransomware qui ont pour unique cible de détruire. Donc ça se fait passer pour des ransomware, ça chiffre, mais il n'y a pas de clé de déchiffrement derrière. NotPetya, par exemple, était même considéré comme une arme de guerre, puisque ce virus est arrivé au moment des relations tendues entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il y a des suppositions, il n'y a pas de preuve avérée que ce serait une arme de la Russie pour cibler l'Ukraine. J'évoquais en introduction de notre sujet, j'évoquais la période que nous vivons actuellement, le Covid-19, période pendant laquelle nous avons reçu, enfin pour ma part en tout cas, beaucoup de messages de prévention, de prévention des risques liés justement à cette crise Covid. Grosso modo, on nous expliquait que des gens allaient profiter de la crise pour justement organiser des attaques, des cyberattaques. Dans les faits, ça se concrétise? Exactement, la crise du coronavirus, il y a une forte augmentation des attaques durant la crise. Donc on a le centre de surveillance d'Orange qui surveille un petit peu les attaques en France, a relevé 20 à 25% d'augmentation des attaques qui sont réalisées durant les mois de confinement, avec deux secteurs particulièrement ciblés, la santé et l'alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs qui ont été mis en avant. Comme j'ai dit, ils ont été mis dans la lumière et la lumière attire les moustiques. Donc c'est ça aussi qui fait que souvent dès qu'on a quelque chose qui revient sur le devant de la scène, les attaquants se disent il y a sans doute quelque chose à faire derrière à leur avantage. Donc on a eu 20-25% des attaques augmentées et 667% d'attaques par courrier électronique, donc de type phishing, en forte augmentation, qui ciblent à la fois les entreprises et les particuliers, avec notamment des mails de phishing de type qui vous dirigent vers des sites de vente de masques ou de gel hydroalcoolique, ou des appels aux dons pour les soignants quand il y a eu les fortes appels aux dons durant la crise. Et en France, donc il y a eu des attaques aussi. Donc les hôpitaux de Paris qui ont été ciblés par une attaque en DDoS. Donc je le rappelle, l'attaque en DDoS, c'est le fait d'envoyer énormément de requêtes pour faire tomber un système d'information, donc un site web ou un système d'information. Donc là, c'était les hôpitaux de Paris qui ont subi ça. La métropole de Marseille qui a été ciblée par un rançongiciel, donc un ransomware qui profitait de la crise, donc avec un phishing qui profitait de la crise pour se propager. Et dans le monde, on a eu beaucoup plus d'attaques d'organismes de santé, des gouvernements, des centres de recherche, institutions de recherche, fabricants de produits chimiques, sociétés pharmaceutiques. Donc il y a vraiment une forte recrudescence, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et le signe faible, c'est, comme je disais, la crise a mis en avant le secteur de l'agroalimentaire et la distribution aussi. On s'est rendu compte que les réseaux de distribution étaient importants. Finalement, si on veut arrêter aussi l'alimentation en France, il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a aussi la distribution. Souvent même dans les clients que j'accompagne en termes d'agroalimentaire, ce qui ressort comme étant le plus important, c'est pas uniquement la production, mais c'est aussi la gestion de la logistique et de l'expédition. Si on arrête ce système-là, on n'est plus en capacité de livrer nos commandes et finalement on arrête autant l'activité que si on arrêtait directement la production. On vient de faire un état des lieux de la situation, donc là je pense que nous sommes d'accord sur le fait que le risque il existe, on ne peut plus l'ignorer. Vous pouvez nous donner quelques bonnes pratiques? J'imagine que nos auditeurs n'auront pas la solution à leurs problèmes ce soir, mais vous pouvez nous donner quelques indications quant aux préconisations, pistes aux actions à engager. Peut-on y aller graduellement ou y a-t-il des étapes à privilégier? Tout à fait. Donc, je vais vous donner quelques pistes, surtout à votre niveau, donc au niveau des décideurs, parce que finalement, il faut que la sécurité sorte de l'aspect technique. Et la cybersécurité, malheureusement, maintenant, n'est plus uniquement un sujet technique, même si les attaques passent par des solutions techniques. Il faut qu'elles soient prises à beaucoup plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin, les équipes informatiques ont besoin de soutien pour pouvoir mener ce
sujet-là, parce qu'ils ne sont pas forcément compétents, ils ont déjà tout un tas d'activités à réaliser avant de s'occuper de la sécurité. Donc ils ont besoin d'avoir un appui de la direction de façon à prioriser ce sujet-là. La direction a besoin d'être sensibilisée à son niveau pour comprendre aussi quels sont les enjeux, parce que finalement une attaque informatique va toucher la société, donc est un risque important pour la société parce qu'elle peut arrêter la production. Donc c'est un risque à prendre en compte à leur niveau pour pouvoir y mettre aussi la priorité à la fois pour l'informatique mais pour les autres équipes. Les services informatiques vont avoir besoin de mener certaines actions qui seront peut-être pas qui seront peut-être à mettre en parallèle avec d'autres activités liées au métier. Et des fois, il y a des arbitrages à faire. Il faut avoir conscience que si on met pas l'énergie, les moyens sur la cybersécurité, il y a des risques derrière. Et il faut en avoir conscience. Il faut prendre ses décisions en ayant ces risques en tête. Donc, avoir une prise en compte au niveau de la direction, définir une stratégie qui soit, et ça je pense qu'on en reparlera beaucoup plus finement après pour voir l'efficacité de ce type d'approche, nommer un responsable de la sécurité parce qu'il faut un porteur pour ce type de sujet. Comme je disais, les services informatiques ne sont pas forcément compétents, donc avoir quelqu'un qui ait la casquette, qui porte ce sujet, qui s'assure qu'il avance, qui reporte à la direction pour voir l'évolution. Ce n'est pas que l'affaire de la DSI. Et ce n'est surtout pas que l'affaire de la DSI. Et un budget. Le plus important aussi, c'est ce qu'on remarque, c'est que les entreprises qui mettent les moyens en temps homme, c'est surtout le temps homme qui va compter beaucoup plus que les enjeux financiers, que le budget financier, pour pouvoir déployer les mesures, pour pouvoir surveiller, parce qu'il n'y a pas que la phase projet, mais il y a aussi toute la phase de maintien en condition derrière, les mises à jour, toutes les évolutions à encadrer, toute la veille, je dirais, sur la sécurité à réaliser. Il y a besoin d'actions récurrentes à mettre en place, donc avoir quelqu'un qui puisse porter tous ces éléments-là est important. En termes, je dirais maintenant, donc là, en termes stratégiques, c'est l'approche qu'il faut avoir. En termes un peu plus pragmatiques, la stratégie que je vous propose, c'est de renforcer sa frontière. Donc tout ce que vous exposez sur l'extérieur qui va être ciblé par les attaquants, c'est là où vous devez mettre en priorité la surveillance et les mesures pour les protéger. Donc tout ce que vous exposez comme site web ou application sur Internet doivent être renforcés, surveillés, mis à jour. Et ensuite, les utilisateurs qui sont aussi finalement exposés par les mails qu'ils reçoivent, donc doivent être sensibilisés pour contrer toutes les attaques de phishing et tester. Parce que les attaques évoluent et il faut s'assurer que ce qu'on met en place, c'est efficace. Donc le seul moyen de le faire, c'est de tester. Donc tester par des attaques de type simulation d'attaque, donc des intrusions, ou par des attaques de type des campagnes de phishing, par exemple, pour tester les utilisateurs. Il y a un bon rythme pour mener ces campagnes ou... Je dirais que ça dépend de votre maturité de l'évolution, mais le faire de manière suffisamment fréquente, annuelle ou tous les 2 ans, ça paraît quand même une bonne fréquence. Donc le faire plusieurs fois par an, ça n'apporte pas forcément... C'est pas forcément le même type, mais par contre on peut le faire sur plusieurs périmètres. Un coup on le fait sur un test d'intrusion sur tout ce qui est exposé sur l'extérieur. Un coup, on va faire une campagne de phishing. Un coup, on va le faire plutôt, on va renforcer la sécurité en interne, donc mener des opérations de tests en interne ou de renforcement de la sécurité, de déploiement d'outils en interne. Et puis, on boucle de façon à contrôler suffisamment régulièrement. S'organiser en interne, donc donc on l'évoquait tout à l'heure, les attaques passent aussi par les prestataires, les fournisseurs qui ont soit des accès distants, donc on peut imaginer les prestataires informatiques qui ont des accès très importants sur le système d'information. Ils sont pas tous au même niveau de sécurité, donc c'est bien d'avoir conscience de ça. Donc passer par là, déployer les plans d'action et les suivre, c'est important. Se préparer en cas de sinistre, donc c'est les attaques vont arriver, il faut s'organiser, anticiper, préparer votre gestion de crise et préparer vos plans de reprise et les tester. Aider l'informatique à le tester. Si ça nécessite des arrêts de production, il faut en avoir conscience. Ils ont besoin de ça pour s'entraîner. Sinon, ils vont pas pouvoir, en cas d'attaque, se préparer. Et le dernier point, la cyberassurance. Donc c'est ce qui a sauvé Fleury Michon, c'est qu'ils avaient souscrit une cyberassurance qui leur a permis d'avoir des experts qui sont intervenus rapidement pour les aider. Merci beaucoup Damien. Avec merci, plaisir. C'était très complet, je pense, et présenté de façon, enfin je l'imagine, enfin non, je le pense, très pédagogue. Merci beaucoup. Donc nous sommes également accompagnés donc de Madame Bouet, qui est RSSI du groupe Cavac. Le groupe Cavac qui a engagé une démarche de sécurisation de son système d'information depuis quelques années déjà, je crois depuis environ 4 ans. Le groupe Cavac a décidé de se faire accompagner par la société Digitemis.
Avant de vous passer la parole, Madame Bouet, je propose une petite présentation du groupe Cavac. Qu'est-ce que le groupe Cavac? Et cette présentation par le biais d'une vidéo. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue à Cavac. Alors Cavac, c'est quoi? Des silos? Ok. Des magasins? Parfait. Des camions de céréales ou d'alimentation animale? Bien. Une coopérative d'agriculteurs ancrée sur son territoire depuis 50 ans? Je check. Mais concrètement, on y fait quoi? Cavac englobe de nombreux métiers regroupés dans 4 grands domaines. Le pôle animal, la distribution, le pôle agro-industriel et bien sûr le pôle végétal. Nos équipes spécialisées accompagnent les agriculteurs dans la mise en marché, le suivi des cultures, de la semence à la récolte. Pour les éleveurs, un conseil complet de l'alimentation à la conduite d'élevage jusqu'à la commercialisation des animaux. En construisant de véritables filières de qualité qui sortent des sentiers battus, Cavac aide au quotidien ses agriculteurs à produire plus et mieux, grâce à l'agronomie et des technologies de pointe. Ça vous étonne? Et l'innovation n'est pas que dans les champs. Cavac s'engage dans la transition écologique. Sauver la planète, tout ça, ça vous parle? Chez nous, on a plein d'idées pour développer les énergies vertes et renouvelables et les matériaux du futur. Impressionnant, hein? Et puis comme nourrir la planète, c'est la raison d'être de nos agriculteurs, Cavac leur apporte les arguments pour répondre avec audace aux nouvelles attentes des consommateurs. Produits du terroir, bio, filière éthique, circuit court, ça fourmille d'initiatives. Oui, Cavac c'est bon pour la santé, avec des marques du quotidien, de la mojette, de la charcuterie et du pain bio. Et on peut même acheter sa viande sur internet. Ça y est, j'ai faim. C'est donc grâce au développement de tout ça que nous sommes aujourd'hui un acteur économique et social incontournable et durable. En apportant des solutions au monde agricole, Cavac contribue au maintien des emplois sur son territoire et à la création de métiers d'avenir. Oui, vous avez bien entendu, des métiers d'avenir. Bon, on n'est pas des super-héros non plus, mais ici, on est hyper fiers du travail que nous accomplissons chaque jour. Parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous rapprochons les producteurs et les consommateurs. Autour d'une agriculture responsable et positive. Donc, après cette présentation de l'activité du groupe Cavac, Madame Bouet, donc je le disais, vous avez enclenché cette démarche il y a 4 ans. Y a-t-il eu un élément déclencheur ou est-ce plutôt un niveau de maturité, c'est-à-dire une prise de conscience des risques qui a fait que le groupe Cavac a décidé de mener cette... C'est une prise de conscience en fait. C'est arrivé à un moment où on avait des évolutions à faire sur notre SI. Et la prise de conscience a fait qu'on a sensibilisé la direction sur ce phénomène-là. Donc, comme nous précisions tout à l'heure, ça n'est pas que l'affaire de la DSI. Donc, les acteurs sur ce type de démarche sont multiples. Et j'imagine que selon les acteurs, tous n'ont pas tout à fait la même vision de ce qui doit être plus sécurisé, ce qu'on peut éventuellement laisser un petit peu de côté, etc., etc. Vous pouvez nous expliquer donc comment vous avez mené cette démarche et dans quel contexte? D'accord. Donc on a impliqué la DSI, la direction générale. On est parti d'un inventaire de notre SI, de nos actifs sur le SI et cartographie des métiers. Et à partir de là, on a défini un référentiel de conséquences. Le tableau. Alors j'ai un petit problème de fichage. Ça y est, nous y sommes, voilà. C'est bon. En fait, le référentiel de conséquences sur différents critères juridiques, réglementaires, clients adhérents, financiers, médiatiques, sanitaires et organisationnels. Donc on a défini les risques, les 4 niveaux de risque. Et à partir de ce référentiel, on a fait intervenir des activités pour leur expliquer notre démarche. Et donc, les activités ont été amenées à compléter ce document que vous voyez à l'écran, qui est un document qui demande en fait aux activités de nous dire quels sont le niveau d'indisponibilité, d'intégrité et de confidentialité qu'ils sont en mesure d'accepter sur le SI. D'accord. Ce que vous appelez les activités, ce sont les métiers, c'est ça? Les métiers de l'entreprise. Oui, donc vous avez mobilisé tous les métiers de l'entreprise et ça. Chacun des métiers s'est positionné sur ces exigences en termes de... C'est ça. Vous avez vu dans la vidéo qu'on est multi-activités, on a beaucoup d'activités, donc les exigences ne sont pas forcément les mêmes.
Donc il nous fallait avoir cette cartographie pour pouvoir adapter notre SI au plus près des exigences en s'appuyant sur le référentiel de conséquences qu'on a vu juste avant. D'accord. Donc chacun des métiers s'est positionné. Oui. Et ensuite, il a fallu faire des choix, j'imagine. Tout à fait. Après, il faut, à partir de ce document-là, donc là, c'est le même document que vous aviez au-dessus, mais complété. Là, on voit qu'il y a pas mal de rouge et du noir. Donc, à partir de là, on a évalué quelles étaient les évolutions que l'on avait à faire sur le SI. Et avec la direction générale, nous avons mis des priorités et défini un plan d'action. D'accord. Donc, vous avez... Donc, voilà, on est sur le traitement des risques. Donc, ce tableau résume les préconisations qu'on a fait auprès de la direction avec les enjeux humains, les enjeux financiers et les risques qu'ils encouraient en fait, si on restait tel qu'on était à l'époque. Et avec ce document-là, on a le tableau suivant qui est le plan d'action. Le plan d'action qui nous a permis, qui a aidé la direction à faire des choix. Et donc, ce plan d'action était sur 2 années, je crois. On est loin d'avoir tout fait, hein. Il y a des choses qui bougent, c'est tout à fait perfectible, mais c'est notre base de travail. Et ce plan d'action vit. On le fait évoluer en fonction des évolutions qu'on a. Y compris les risques. Les risques peuvent évoluer. Oui, parce que là, vous avez entamé la démarche il y a 4 ans. Oui. Donc, en 4 ans, j'imagine que les risques ont pu évoluer. Oui. Et donc, en comité, vous décidez de les repositionner, de les revoir. D'accord. Absolument. Donc, ce plan d'action vit, est validé. Et les actions sont menées alors en fonction des priorités, parce qu'il y a aussi d'autres projets dans l'entreprise, mais la sécurité, c'est un véritable projet. Ça fait 4 ans que la démarche est engagée. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors, on a bien avancé dans notre plan d'action. On a fait des évolutions sur notre SI. On a sécurisé les serveurs. On a nos serveurs dans un data center. Enfin, bon, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Sécuriser les réseaux, faire des sensibilisations des utilisateurs. Mais là, on arrive à un stade où on a besoin d'avoir une image de notre SI. Donc, avec Digitemis, on mène des audits. De visibilité extérieure, des audits d'architecture, des campagnes de phishing, comme on disait tout à l'heure, pour avoir, donc, comme je disais, une image et redéfinir un plan d'action en fonction du résultat de ces audits. Vous venez d'évoquer le fait que les serveurs sont dans un data center. Oui. Ça veut dire que les serveurs avant étaient plutôt sur des sites de production ? Les serveurs étaient dans 2 salles sur un site. Et on avait des évolutions importantes à faire sur ces 2 salles. Et donc, on a pris la décision de déplacer notre infrastructure dans un data center pour ne pas avoir à gérer toute la partie électricité, climatisation, intrusion, etc. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Peut-être quelques questions. Alors, je crois que nous avons répondu plutôt en live les questions qui se posaient. J'ai comme question, est-ce qu'une DMZ rentre dans ce que vous appelez renforcer ses frontières ? Tout à fait. C'est un moyen d'isoler ce qui est exposé sur l'extérieur, donc ça permet en cas de compromission de complexifier l'attaque, puisque du coup l'attaquant sera obligé de rebondir plusieurs fois avant d'atteindre votre système interne. Donc ça permet effectivement de renforcer la sécurité de la partie interne. Donc tout ce qui est exposé, tout ce qui va être, je dirais, attaqué, on l'isole dans un coin. Et si on se fait attaquer, l'attaque est confinée dans une zone du réseau et ne se propage pas à l'ensemble du réseau. Donc j'avais une question sur l'antivirus. Nous y avons répondu. Que faut-il faire face à une attaque de type ransomware ? Alors, on isole, on coupe des réseaux. C'est une question qui n'est pas simple à répondre parce qu'en fait, les autorités disent qu'il ne faut pas payer parce qu'on encourage cette économie.
Après, malheureusement, quand on se fait vraiment avoir, quand on a l'ensemble de ces données qui sont corrompues, quand nos sauvegardes sont corrompues, parce que certains ont les sauvegardes qui peuvent être sur le réseau, sur un système qui est faillible et qui est attaqué de la même manière, on perd l'ensemble de nos données. On a des chiffres que les entreprises qui ont perdu l'ensemble des données, 80% font faillite dans l'année. Donc c'est vraiment un risque énorme. Donc à leur niveau, on peut comprendre qu'ils peuvent payer. Néanmoins, dans ce cas-là, il faut d'abord prévenir les autorités. Vous pouvez être accompagné par les autorités. Il peut y avoir des négociateurs de la gendarmerie qui peuvent vous accompagner pour essayer de négocier faire comprendre la situation aux attaquants. Certains arrivent même à essayer de récupérer certaines clés par des moyens détournés en disant on veut essayer de tester un fichier. Enfin voilà, il y a des tentatives. On peut se faire aider. Et après, si vous avez une cyberassurance, le cas de Fleury Michon le montre très bien. Vous pouvez être accompagné par la cyberassurance qui peut faire venir des sociétés d'experts qui vous accompagnent pour répondre à ça. Mais le premier truc, c'est couper les réseaux. Parce que ça évite la propagation des... Alors une dernière question, parce que nous avons été très bavards, mais le sujet était tellement intéressant et pertinent. Une dernière question à l'adresse de François. J'aurais, si je n'ai jamais fait de projet sécurité, du coup je ne sais pas où ma société se situe en termes de sécurité tout court. J'ai un moyen de savoir où je me situe? Alors, effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont au démarrage, prennent conscience qu'il va être nécessaire de faire des choses pour se sécuriser. Peu d'entreprises ont pu faire le travail qu'a réalisé Annabelle Bouet dans le groupe Cavac en préparant en fait toutes ces actions avant de lancer les audits. Et donc pour cela, on peut faire une évaluation en fait de son niveau de maturité par le biais de questionnaires, par le biais d'aides de sociétés comme les nôtres. On a mis en place chez nous des questionnaires très simples qui permettent dans un premier temps de s'auto-évaluer, d'évaluer son niveau de maturité en cybersécurité. Et ça permet derrière d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure connaissance et de pouvoir mettre en place une feuille de route avec une priorisation des actions. Donc c'est des choses que nous on met en place dans un premier temps. Ça nous permet de mieux connaître l'entreprise et les aider à évoluer doucement à un rythme qui leur convient. Merci beaucoup François. Merci beaucoup à tous les trois pour ce sujet tout à fait intéressant. Il ne me reste plus moi qu'à annoncer la suite. Alors la suite, il reste un dernier sujet, c'est une démonstration dont l'objectif, ou plutôt, est de répondre à une question. Anticiper en période de crise, est-ce possible ?